Grand 4, structure hermitienne. Petit 1, produit scalaire sur un R espace vectoriel. Un R espace vectoriel, c'est simplement un espace vectoriel dont le corps des scalaires est le corps des nombres réels. La motivation, c'est d'essayer de donner une notion de continuité dans l'espace des états, de façon à traduire la continuité de l'évolution des systèmes en physique. On ne passe pas d'un état à un autre état, qui est distant de l'état initial, sans passer par des états intermédiaires qui sont voisins. Mais on voit donc qu'il faut définir une notion de distance dans un espace vectoriel, de distance entre deux vecteurs. Une distance entre deux nombres réels, on connaît, c'est la valeur absolue de leur différence. Une distance entre deux vecteurs, pour pouvoir définir ça, on a besoin justement d'un produit scalaire, auquel on va associer ensuite une norme. Note. Dans ce qui suit, on ne mettra pas de flèche sur les vecteurs. Si l'espace vectoriel peut se rattacher à l'espace géométrique, en général on met des flèches. Mais ici, on se mettra dans le cas totalement général. Lorsque l'on prendra comme espace vectoriel l'espace vectoriel des états, chaque vecteur représentera un état et sera plutôt représenté sous forme de quête. Petit a, définition. Un produit scalaire, formellement, dans un espace vectoriel E, c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Ces 5 mots ont tous un sens mathématique précis que l'on va rappeler. Forme. Une forme, c'est une application de E croix E dans R, donc un produit de deux vecteurs vers le corps des scalaires. À deux vecteurs quelconques U et V de cet espace E, cette application associe son image, f de U et de V, qui sera donc un nombre réel. C'est la définition d'une forme. Vous prenez deux vecteurs, vous en faites un réel. Ou si on était dans un C-espace vectoriel, vous formeriez un complexe. C'est standard pour le produit scalaire, vous avez deux vecteurs, vous faites le produit scalaire des deux vecteurs, ça vous donne un nombre. Bilinéaire. Bilinéaire, c'est deux fois linéaire, ce qui veut dire linéaire sur les deux variables U et V. C'est linéaire par rapport à la première variable et linéaire par rapport à la deuxième variable. Soit, avec U et V des vecteurs et lambda qui appartient à R, f de U et de V plus lambda W égale f de U et V plus lambda f de U et W. Et f de U plus lambda V et W égale f de U et W plus lambda de f et de V et W. Symétrique. Symétrique, ça dit simplement que si vous intervertissez l'ordre des vecteurs, ça ne change rien. Donc, f de U et V égale f de V et U. Positive. Positive, ça veut dire que quel que soit U, le produit scalaire de U avec lui-même est un nombre positif. Pour tout U, f de U et U supérieur ou égal à 0. Défini. Défini, ça veut dire que si f de U et U égale 0, alors U est le vecteur nul. C'est-à-dire que le produit scalaire d'un vecteur avec lui-même, c'est toujours positif ou nul, et ce n'est nul que si le vecteur est nul. N'importe quel vecteur qui n'est pas le vecteur nul a un produit scalaire avec lui-même qui est donc strictement positif. Le 0 epsilon, là, c'est le vecteur nul de l'espace E. Donc, une forme bilinéaire symétrique définie positive, ça a les propriétés standards d'un produit scalaire typiquement euclidien dans un R espace vectoriel. Petit b, norme associée. On peut associer une norme à n'importe quelle forme linéaire de ce type-là, et on définit cette norme de U comme étant la racine carrée du produit scalaire de U avec lui-même, ou bien la norme de U au carré, c'est par définition le produit scalaire de U et de U. Remarque. On rappelle qu'une norme est une fonction de l'espace vectoriel dans R qui à chaque vecteur associe un nombre réel positif, toujours positif, et qui vérifie les propriétés suivantes. La norme de lambda U égale la valeur absolue de lambda multipliée par la norme de U, et la norme de U plus V est inférieure ou égale à la norme de U plus la norme de V. Ça, c'est l'inégalité triangulaire. Pour le dire vite, le chemin le plus court, c'est la ligne droite. L'idée en associant un nombre à chaque vecteur, c'est que l'on peut, si vous avez deux vecteurs U et V, regarder la norme de U moins V. Et ça va vous donner la distance entre U et V. Petit c, orthogonalité. Ayant un produit scalaire, vous pouvez définir que le vecteur U est orthogonal au vecteur V, U orthogonal à V, si et seulement si le produit scalaire de U et de V égale 0. Si vous avez un sous-espace A maintenant, qui est une partie de E, un sous-ensemble de E, donc un ensemble de vecteurs parmi tous les vecteurs de E, on peut définir la partie orthogonale à A. Et on la note, partie orthogonale de A égale l'ensemble des vecteurs tels que,
pour U appartenant à E et pour tout V appartenant à A, le produit scalaire de U et de V égale 0. Donc la partie orthogonale à une certaine partie, à un certain ensemble de vecteurs, c'est l'ensemble de tous les vecteurs qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de la partie en question. Et donc tous les vecteurs pour lesquels on a le produit scalaire de U et de V qui est égal à 0. Enfin, une famille de vecteurs, U1, U2, Un, qu'on peut noter ensemble des UI avec I appartenant à grand I, avec grand I un ensemble d'indexation, fini ou infini dénombrable, peu importe. Cette famille de vecteurs est dite orthogonale si chaque paire de vecteurs dans la famille est orthogonale. C'est-à-dire, quel que soit I et J dans grand I carré, et pour I différent de J, f de UI et VJ égale 0. Donc le produit scalaire entre n'importe quelle paire de vecteurs égale 0. En dimension finie, il existe toujours des bases orthogonales, et même orthonormées. Une base orthonormée, c'est simplement une base orthogonale dont tous les vecteurs sont de norme 1. Et si vous avez une base orthogonale, il suffit de diviser par la norme de chacun des vecteurs, et maintenant vous avez une base orthonormée. Note, pour orthonormaliser n'importe quelle famille libre, on utilise le procédé de Gram-Schmidt. On verra ça dans le petit 2 produit hermitien. On va maintenant écrire l'expression des vecteurs dans une base orthonormée. Petit d, expression dans une base orthonormée. Par définition d'une base, chaque vecteur de l'espace peut être décomposé sur la base. Soit avec une base ensemble des EI, avec I de 1 à n. Pour tout vecteur U appartenant à l'espace E, il existe un unique jeu de nombres U1, U2, U3, etc. Un, tel que le vecteur U égale somme sur I de 1 à n, d UI EI. Donc, quel que soit U dans l'espace, il existe un jeu unique de nombres U1, U2, U3, Un, qui sont les composantes de U sur la base des EI. C'est la décomposition standard d'un vecteur sur une base. Et c'est aussi donc ce qui définit une base. C'est parce que c'est une base que chaque vecteur peut être décomposé de façon unique sur celle-ci. Note. Un vecteur, on peut le représenter comme un vecteur colonne. Cette collection de nombres en elle-même n'est pas un vecteur, mais enfin, on peut représenter n'importe quel vecteur qui appartient à l'espace par une collection de nombres, et on décide de les mettre verticalement. C'est juste une convention. Et on notera un vecteur U quelconque comme ceci. Maintenant, si vous avez deux vecteurs U et V dans E, comment écrire le produit scalaire entre U et V? Alors, vous savez qu'on multiplie chaque composante de A2, mais pourquoi on fait ça en fait? Eh bien, ça découle tout simplement du fait que l'ensemble des EI est une base orthonormée, et du fait que F, le produit scalaire, est bilinéaire. Le produit scalaire entre U et V, par définition, c'est F de UV, et donc, F de U et V égale F de somme sur I des UI EI, somme sur J des VJ EJ. On prend un indice mais différent, histoire de ne pas avoir de conflit de notation. Et là, on va simplement développer ce produit scalaire linéairement par rapport à la première variable, et linéairement par rapport à la deuxième variable. On a une forme bilinéaire, et donc ceci se développe tout simplement. F de UV égale somme sur I des UI, somme sur J des VJ, F de EI EJ. Et maintenant, si l'ensemble des EI forme une base orthonormée, le dernier terme là, F de EI EJ, égale delta IJ, avec delta, le symbole de Kronecker. On va repréciser ça dans la démonstration. Démonstration. Le symbole de Kronecker, delta, signifie que si I égale J, alors delta IJ égale 1, 0 sinon. Ce qui est bien vérifié ici, puisque si I est différent de J, alors les vecteurs EI et EJ sont orthogonaux. Et donc, le produit scalaire est nul. Et si I égale J, EI et EJ sont le même vecteur. Et comme il est normé, le produit scalaire vaut alors 1. Et donc, pour la somme entière, on n'a que des termes nuls, sauf quand I égale J. Et donc, le produit scalaire entre U et V égale somme sur I des UI VI. C'est bien la règle standard, on prend les composantes de chacun des vecteurs et on les multiplie entre elles. U1 V1 plus U2 V2 plus U3 V3 plus UN VM. Et vous voyez que c'est juste une conséquence de la bilinéarité du produit scalaire. Ce qui veut dire au passage que cette procédure, pour faire un produit scalaire, ne vaut que dans une base orthonormée. Alors, dans l'espace géométrique, on note ce produit U.V, U scalaire V, et on va passer maintenant au produit scalaire dans un C espace vectoriel. Petit 2, produit hermitien sur un C espace vectoriel. On va dérouler la définition exactement comme dans le cas réel. Petit a, définition.
Donc, un produit hermitien dans un C espace vectoriel E, c'est une forme sesquilinéaire hermitienne définie positive. Donc, une forme, c'est toujours une application de E croix E, mais dans C maintenant, qui a deux vecteurs quelconques U et V de cet espace vectoriel, associe son image, qui est donc un nombre complexe. Et on va représenter cette forme par la lettre H pour hermitien. Sesquilinéaire. Sesqui signifie 1,5. On a donc une forme linéaire par rapport à l'une des variables et semi-linéaire par rapport à l'autre. 1 plus 1,5 égale 1,5. Donc sesquilinéaire. En général, en physique, c'est par rapport à la première variable que la forme est semi-linéaire. On adoptera donc cette convention. Soit avec U, V et W des vecteurs dans un espace vectoriel E et lambda dans C, H de U et de V plus lambda W égale H de U et de V plus lambda H de U et de W. Ça, c'est pour la linéarité à droite, la linéarité sur la deuxième variable. Et on a donc la semi-linéarité à gauche qui donne H de U plus lambda V W égale H de U et de W plus lambda étoile H de V et de W. Avec donc lambda étoile, le complexe conjugué de lambda. Alors pourquoi cette semi-linéarité? Justement pour pouvoir construire une norme à partir de ce produit scalaire. Hermitien, c'est l'équivalent de symétrique dans R, et on a, pour tout couple U et V appartenant à E croix E, H de U et de V égale H de V et U étoile. Donc quand on inverse l'ordre, on passe au complexe conjugué. Pourquoi on fait ça? Parce que si l'on veut construire une norme à partir de ce produit scalaire, le produit d'un vecteur avec lui-même doit donner un nombre réel. Or, dans le cas où U égale V, on a bien, pour tout U appartenant à E, H de UU égale H de UU étoile. On a inversé U et U et on prend l'étoile. Ce qui implique H de UU appartient à R+. Puisqu'un nombre complexe égal à son complexe conjugué, c'est forcément un réel. C'est pour ça qu'on impose l'herméticité et pas seulement la symétrie comme dans le cas d'un R espace vectoriel. Positive, quel que soit U, le produit scalaire de U avec lui-même est un nombre positif. Pour tout U, H de UU supérieur ou égal à 0. On remarque que ceci n'est possible que parce que H de UU est garanti d'être dans R. Un nombre complexe supérieur ou égal à 0, ça ne voudrait rien dire, puisqu'il n'y a pas de relation d'ordre dans C. Donc il faut un réel pour que la notion même de positif ait un sens. Et défini positif, c'est pareil, si H de UU égale 0, alors U est le vecteur nul. Petit b, norme associée. On peut alors aussi associer une norme à n'importe quelle forme sesquilinéaire de ce type, et on définit la norme de U comme la racine carrée du produit hermitien de U avec lui-même. Soit, avec U appartenant à E, norme de U égale, par définition, racine carrée de H de U. Ou bien, la norme au carré égale, par définition, H de U. Ce qui vérifie bien les propriétés d'une norme. Alors on peut vérifier justement que norme de lambda U au carré égale H de lambda U, par définition de la norme, ce qui est égal à lambda étoile lambda H de U, semi-linéarité à gauche, linéarité à droite, ce qui est égal à la valeur absolue de lambda au carré, H de U, ce qui est égal à la valeur absolue de lambda au carré multiplié par la norme de U au carré. Et on obtient bien la relation voulue, la norme de lambda U égale la valeur absolue de lambda multipliée par la norme de U, ce qui est une propriété requise pour une norme. Petit c, orthogonalité. Ayant un produit hermitien, vous pouvez à nouveau définir que le vecteur U est orthogonal à V, U orthogonal à V si et seulement si H de UV égale 0. On peut définir à nouveau la partie orthogonale à un sous-espace A de E. A orthogonal égale l'ensemble des vecteurs tels que pour U appartenant à E et pour tout V appartenant à A, H de UV égale 0. Et enfin, une famille de vecteurs VI est dite orthogonale si, pour tout I et J appartenant à I carré, avec malgré tout I différent de J, et VI différent du vecteur nul, H de VI VJ égale 0. Petit d, expression en base orthonormée. Donc à nouveau, si vous avez une base orthonormée, que l'on va noter ensemble des EI, avec I de 1 à n, on reste en dimension finie pour l'instant, si vous avez un vecteur U dans l'espace, vous pouvez évidemment décomposer le vecteur U sur la base en question, et on aura encore, pour tout U de l'espace vectoriel E, il existe un unique jeu de nombres U1, U2, U3, etc., Un, tel que U égale la somme sur I de 1 à n des UI EI.
Maintenant, comment écrire à partir de ces coordonnées le produit hermitien, le produit scalaire dans C entre deux vecteurs U et V? On a donc h de U et V égale h de la somme sur I des UI et I, somme sur J des VJ EJ. Dans le cas d'un R espace vectoriel, on avait utilisé la bilinéarité du produit scalaire. Ici, on va utiliser la sesquilinéarité du produit hermitien. On développe par sesquilinéarité. À gauche, c'est semi-linéaire. À droite, c'est pleinement linéaire. Et donc, on obtient somme sur I des UI étoiles, somme sur J des VJ, H de EI EJ. Encore une fois, si la base est orthonormée, H de EI EJ égale delta IJ. Et donc, on a au final H de UV égale somme sur I des UI étoiles VI. On va passer maintenant à la notation spécifique pour les vecteurs d'état. Petit e, notation. Dans l'espace des états, nous avons vu que, par convention, on représentait les vecteurs par des quêtes. Pour simplifier les notations, et parce que ça aura aussi plein d'autres vertus formidables, on va adopter la notation de Dirac, qui consiste à écrire le produit hermitien entre le vecteur U et le vecteur V de cette manière. H du quête U et du quête V égale bracket UV. On appelle ça un bracket. Cette notation est vraiment très pratique, on verra pourquoi plus tard. On n'abandonnera pas complètement la notation H de U et V, elle peut être utile pour certaines démonstrations. Ce quête à l'envers s'appelle un bras, on l'a déjà vu, et on va voir tout de suite qu'on peut le considérer comme une entité en lui-même. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un objet mathématique, qui est en fait une forme linéaire qui agit sur les vecteurs, on va y venir. Mais avant, on a vu qu'on pouvait représenter le vecteur V par ses coordonnées dans une base orthonormée en vecteur colonne. De même, on va pouvoir représenter le bras U comme une liste de nombres, mais non plus en colonne mais en ligne. On va se référer à cette écriture du bras U comme un vecteur ligne. Alors attention, on appelle ça un vecteur ligne, et ce n'est pas véritablement un vecteur, c'est un bras, donc une forme linéaire, mais on peut l'appeler comme ça, on va voir tout de suite pourquoi. Et faites bien attention, il y a les étoiles. Dans un bras, ce sont les complexes conjugués des composantes. L'avantage de cette représentation en vecteur ligne et vecteur colonne des bras et des quêtes, c'est qu'on peut voir la notation bracket comme le produit de la matrice ligne U par la matrice colonne V. Parce que le bras U, finalement, c'est une matrice qui a une ligne et n colonnes, donc une matrice 1n, et le quête V, le vecteur colonne, c'est une matrice n1. On peut donc faire le produit de la matrice 1n par la matrice n1, on obtient bien un vecteur à une seule composante, somme sur I des UI étoiles VI. Ce qui revient bien à H de UV. Et on voit que si on applique un bras U à un quête V, appliqué au sens où on applique un opérateur à un vecteur, en faisant le produit de la matrice qui représente l'opérateur avec le vecteur pour obtenir un autre vecteur, vous obtenez le produit scalaire entre le quête U et le quête V. Du coup, toutes les règles sur les produits des matrices vont pouvoir s'appliquer à la manipulation des bras et des quêtes. En particulier, vous savez que le produit des matrices est associatif, pas commutatif, mais associatif. Si vous avez une matrice A fois une matrice B fois une matrice C, ça a un sens. Parce que vous considériez A fois B fois C entre parenthèses, ou entre parenthèses A fois B, le tout multiplié par C, ça donne la même chose. Donc en physique quantique, dès lors que le produit de matrice est possible, c'est-à-dire quand vous avez une certaine matrice Mn, et que la matrice d'à côté a le même nombre de lignes que l'autre a le nombre de colonnes, on va pouvoir aligner les opérateurs, les bras, les quêtes, et ça fonctionnera. Ça aura un sens qui sera véritablement le produit d'opérateurs ou de vecteurs ou de formes linéaires représentés par les bras et les quêtes. Petit 3, forme linéaire. On rappelle qu'une forme linéaire L, c'est simplement une application de E dans C. Dire qu'une forme est linéaire, c'est dire que pour tout U et V appartenant à E, et pour tout lambda appartenant à C, L de U plus lambda V égale L de U plus lambda L de V. On va rapidement démontrer que le bras U est une forme linéaire. C'est simple, on a vu que le bras U appliqué au quête V, ce n'était rien d'autre que H, le produit hermitien du quête U avec le quête V. Or, H de UV est linéaire par rapport à la seconde variable. On le note d'ailleurs souvent comme ceci. Bras UV égale H de U point. Donc, le bras U est évidemment linéaire, puisque le produit hermitien est linéaire par rapport à la deuxième variable. Donc, ce bras, ce n'est pas n'importe quoi, c'est mathématiquement une application linéaire de E dans C, donc une forme linéaire par définition. Et on peut donc écrire le bras U appliqué au quête V plus lambda quête W
égale le bracket UV plus lambda, le bracket UW. Alors, nous avons vu que toute application linéaire pouvait être représentée par une matrice, donc nous allons pouvoir manipuler ces bras et ces quêtes comme des matrices standards. En fait, toutes les applications produits scalaires avec un vecteur sont des formes linéaires. Mais il y a même mieux que ça, c'est qu'il y a un théorème, qui s'appelle le théorème de représentation de Riesz, qui démontre que toutes les formes linéaires sont des produits scalaires avec un vecteur particulier. Il n'y a pas d'autre façon de faire une forme linéaire sur l'espace vectoriel que de choisir un vecteur et de faire le produit scalaire avec le vecteur. C'est en quelque sorte la réciproque de cette propriété. Et donc, le théorème nous dit que toute forme linéaire sur E est en fait un bras U sur un ket V. Ça veut dire que de toute façon, il n'y a pas tellement le choix si vous voulez donner une structure à votre espace vectoriel. C'est cette structure-là qui est la bonne. Ça correspond à notre intuition pour comparer des vecteurs. Faire un produit scalaire qui va vous donner en gros la composante de l'un sur l'autre. Toutes ces choses avec lesquelles on est extrêmement familier en géométrie standard se généralisent en fait à n'importe quel espace vectoriel. Et donc, dans la mesure où l'on a identifié qu'en conséquence du principe fondamental qui est que dès lors que vous avez deux états, vous pouvez en faire des combinaisons linéaires, et donc que l'espace des états est un espace vectoriel, il est très naturel de lui donner une structure d'espace hermitien, qui vous permet de comparer les vecteurs via un produit scalaire, qui fournit ensuite une norme, et donc une notion de distance, et donc de continuité, et tout le reste en découle. Donc, toutes les formes linéaires s'écrivent comme le produit scalaire avec un certain vecteur. En dimension finie, la démonstration est triviale, parce que l'espace des formes linéaires, c'est simplement l'espace dual de l'espace vectoriel, et le dual d'un espace vectoriel a la même dimension que l'espace vectoriel lui-même, et donc, et c'est important, si vous avez une base de vecteurs ensemble des quêtes E1, E2, etc., En, d'un espace vectoriel E, son espace dual, qu'on note E étoile, rien à voir avec le complexe conjugué, c'est-à-dire l'espace des formes linéaires sur cet espace, aura une base dont les éléments seront les bras associés à chaque quête de la base d'origine. Donc, E étoile sera l'ensemble des bras E1, bras E2, etc., bras En. Et donc, n'importe quelle forme linéaire peut se développer sur la base, par exemple le bras A égale l'ensemble des alpha 1 bras E1, alpha 2 bras E2, etc., alpha n bras En. Ce qui donne effectivement tout son sens à la notation vecteur-ligne, puisque si vous avez un ket U égale la somme sur I des UI ket EI, dans la base de son espace dual, le bras U s'écrira somme sur I des UI étoiles bras EI. Ce qui est important à retenir ici, c'est donc qu'à chaque quête correspond un bras, et ce bras n'est rien d'autre que l'application qui fait le produit scalaire avec le vecteur en question. Et il n'y a pas d'autre façon de faire des applications linéaires que de faire un produit scalaire, donc c'est parfait. Petit 4, opérateur linéaire. Petit a, définition. Un opérateur, c'est une application de l'espace dans lui-même, donc ça prend un vecteur et ça en fait un autre vecteur. On notera les opérateurs avec des chapeaux dessus. Pour alléger la notation, on écrira également sans parenthèse, et dire que l'opérateur est linéaire, comme toujours, ça veut dire que l'opérateur appliqué entre parenthèses au ket U plus lambda ket V, c'est égal à l'opérateur appliqué au ket U plus lambda, l'opérateur A, appliqué au ket V. Et on va passer maintenant à la représentation matricielle. Petit b, représentation matricielle en base orthonormée. Alors, base orthonormée, on rappelle que ça veut tout simplement dire que h du ket EI et du ket EJ, ça donne delta IJ, symbole de Kronecker, on l'a déjà vu. Ça veut dire que si I égale J, ce produit scalaire donne 1, si I est différent de J, ça donne 0. Alors, le point clé, c'est que pour une base ensemble des quêtes EI d'un espace vectoriel E, si vous connaissez l'action de l'opérateur A sur tous les vecteurs de base, s'il y a n dimensions, il y aura n vecteurs de base. Si vous connaissez l'image du vecteur E1, du vecteur E2, du vecteur En par A, alors vous pouvez déterminer l'image de n'importe quel vecteur par l'opérateur A, simplement par linéarité. On commence par développer un vecteur quelconque U sur sa base, ket U égale somme sur I des UI ket EI, et A appliqué à U donnera opérateur A appliqué à somme sur I des UI ket EI, et par linéarité, ça donne somme sur I des UI A appliqué au ket EI. Alors, A ket EI, c'est un nouveau vecteur. Il est ce qu'il est, ça dépendra évidemment de l'opérateur linéaire, mais on peut le développer lui-même sur la base des EI. Soit, pour tout I, A appliqué au ket EI appartient à l'espace, ce qui implique qu'il existe un unique jeu de coefficients AJI, tel que A appliqué au ket EI égale
somme sur j des AJI ket EJ. Pour l'instant, le i dans les coefficients AJI, c'est juste pour signifier que les AJ dépendent évidemment du vecteur de base EI qu'on prend au départ. Si on connaît l'action de A sur les éléments de la base, on connaît l'action de A sur n'importe quel vecteur. Si on applique A à U, on aura l'opérateur A appliqué à U égale somme sur I des UI A appliqué au ket EI. En développant ensuite les AEI, on obtient l'opérateur A appliqué à U égale somme sur J, somme sur I des UI AJI ket EJ. Donc l'image de U par A, c'est ce vecteur-là. Connaître un opérateur, c'est connaître son action sur les différents vecteurs de base, c'est-à-dire connaître le jeu des valeurs AJI. Et si vous connaissez ça, vous connaissez l'action sur n'importe quel vecteur. Alors, pourquoi peut-on représenter cet opérateur par une matrice? Parce que cette somme, si vous avez un petit peu l'habitude de l'algèbre linéaire, vous savez que ce n'est rien d'autre que le produit d'une matrice qui a pour élément les AJI et de la matrice représentant le ket U qu'on a appelé le vecteur colonne U. On peut représenter A sous la forme d'une matrice. Chaque opérateur A est caractérisé par un ensemble de nombres. Je décide arbitrairement, mais parce que c'est astucieux, de représenter ces n carrés nombres, où n est la dimension de l'espace, sous la forme de cette matrice-là. Et on voit alors que le produit de A, en tant que matrice, par le vecteur U en tant que vecteur colonne, ça donne effectivement ceci. Note, on a le produit d'une matrice Nn avec une matrice N1, ce qui nous donne une matrice N1, qui est en fait un vecteur colonne, donc un nouveau ket. On rappelle la méthode de calcul. Pour la première ligne, on aura A indice 1,1 multiplié par U1, plus A1,2 multiplié par U2, plus A1,3 multiplié par U3, etc. Et pour la deuxième ligne, A2,1 multiplié par U1, plus A2,2 multiplié par U2, etc. On a bien, pour chaque ligne, somme sur I des AJI UI, multiplié par le vecteur EJ, et pour le résultat entier, A appliqué à U sera égal à somme sur J, somme sur I des UI, AJI, ket EJ. C'était bien la somme qu'on avait au départ. Donc, toute application linéaire peut se représenter comme une matrice, et inversement, toute matrice correspond à une application linéaire. Petit c, élément de matrice. Nous allons démontrer que le bras EJ appliqué à l'opérateur A, lui-même appliqué au ket EI, est égal à l'élément de matrice AJI. A appliqué au ket EI, c'est un vecteur. On peut donc faire son produit scalaire avec le vecteur EJ, c'est-à-dire le produit hermitien H entre le vecteur EJ et AEI. Par décomposition de AEI sur les vecteurs de base, on avait AEI égale somme sur K des AKI ket EK. Ici, on a juste changé l'indice μJ de la somme en indice K pour éviter un conflit avec l'indice J du ket EJ actuel, qui lui n'est pas un indice μ. On a donc produit hermitien entre le ket EJ et A appliqué au ket EI. Par définition, c'est le bras EJ appliqué à A appliqué à EI. On développe A ket EI, ce qui nous donne bras EJ appliqué à la somme sur K des AKI appliqué à EK. Par linéarité à droite du produit hermitien, on obtient somme sur K des AKI bracket EJ EK. Et là, lorsque K n'est pas égal à J, le bracket EJ EK égale 0. Puisque, par définition d'une base orthogonale, le ket EJ et le ket EK sont alors orthogonaux, et donc leur produit scalaire est nul. Et pour le seul élément de la somme où K égale J, le produit scalaire EJ EK égale le produit scalaire entre EJ et EJ, et ça c'est égal à 1 dans une base orthonormée. Et on a donc bien bras EJ opérateur A ket EI égale l'élément de matrice AJI. On voit que AJI, qui est l'élément de matrice à la ligne J et la colonne I de l'opérateur A, est bien le produit scalaire de AEI par EJ. Pour finir, on notera également que le bras EJ est une matrice 1n, l'opérateur A une matrice nn, et le ket EI une matrice n1. Par la vertu de l'associativité des produits de matrice, comme on le disait précédemment, que l'on fasse le bras EI appliqué à l'opérateur A, le tout appliqué au ket EJ, ou le bras EI appliqué à l'opérateur A appliqué au ket EJ, peu importe, on obtient la même chose. Et on voit qu'on a effectivement un produit d'une matrice 1n fois une matrice nn fois une matrice n1, qui donne bien une matrice 1,1, c'est-à-dire une matrice à un seul élément, un nombre. Petit d, vecteur propre et valeur propre. On dit que le ket psi est un vecteur propre de l'opérateur A associé à la valeur lambda
si l'opérateur A appliqué à psi est égal à lambda psi, avec ket psi différent du vecteur nul. Donc si vous avez un vecteur qui se transforme en un multiple de lui-même par l'action de l'opérateur A, c'est-à-dire que l'opérateur transforme le vecteur en un vecteur de même direction, proportionnel à lui-même, on dit qu'il est vecteur propre de cet opérateur, et le coefficient de proportionnalité est appelé valeur propre. Et cette valeur propre, lambda, c'est un nombre dense. L'image d'un vecteur par l'opérateur, c'est un autre vecteur, donc c'est une combinaison linéaire des vecteurs de base, et quand cette combinaison est proportionnelle au vecteur d'où vous êtes parti, on dit qu'on a un vecteur propre. Et maintenant, on va toucher le nœud du problème, la notion d'adjoint. Petit 5, opérateur adjoint. Les opérateurs adjoints jouent un rôle absolument capital, et en particulier les opérateurs auto-adjoints, nous allons voir ça. Petit a, définition. Supposons que l'on ait un opérateur A et deux vecteurs U et V, et que l'on considère l'application qui a n'importe quel vecteur V associe le produit scalaire de U avec AV, soit, pour tout U et V, H de U et de AV. Cette application est linéaire en V. On a la composée de deux applications linéaires, puisque H est linéaire par rapport à V et A est linéaire par définition, soit H de U et de A appliqué à, entre parenthèses, V plus lambda W, égale H de U et de A appliqué à V plus lambda H de U et de AW. Or, le théorème de représentation de Riesz nous dit qu'à chaque fois que l'on a une forme linéaire L, on a un certain bras associé, tel que l'image du ket par cette forme L n'est rien d'autre que l'application du bras associé au ket en question. Par conséquent, il existe un unique ket U, tel que H de U et de AV égale H de U' et de V. Donc, pour chaque U, vous pouvez construire un U' unique. Ce U', par définition, c'est l'image de U par ce qu'on appelle l'adjoint de A. Alors, c'est un petit peu abstrait, on va le réécrire en une ligne. Pour tout U, il existe un U' unique, tel que H de U et de AV égale H de U' et de V. On appelle adjoint de A, noté A croix, l'application linéaire qui a U associe U'. Soit par définition, pour tout U et V, H de U et de AV égale H de A croix appliqué à U et de V. La linéarité se vérifie très simplement, puisque l'on n'a affaire qu'à des choses linéaires. H de U plus lambda V et de AW égale H de U et de AW, plus lambda étoile H de V et de AW, semi-linéarité à gauche. Ceci égale à H de U' et de W plus lambda étoile de H de V' plus W, et tout ça égale H de U' plus lambda V' W, par encore une fois, semi-linéarité à gauche. Remarque, en dimension infinie, ça marchera aussi, mais pas forcément pour tous les U. Donc il faudra se mettre dans un espace de Hilbert avec une base de Hilbert dense dans l'espace, et donc on pourra approcher n'importe quel vecteur par des vecteurs qui ont bien une image U' comme ça. Bref, on fera ça tranquillement plus loin. Donc vous avez le même produit scalaire si vous faites agir A sur le vecteur de droite ou A croix sur le vecteur de gauche. Il y a une sorte de symétrie. En notation bracket, on écrit ça comme ça. Donc le bras U, l'opérateur A au milieu et le ket V, et c'est égal au bras A croix appliqué à U, le tout appliqué à V. Ce que l'on voit ici, c'est que le bras associé au ket A croix U, c'est le bras UA. C'est là qu'on revient sur la notation avec le fait que toutes ces opérations sont juste des produits de matrice. Le bras UA, c'est la matrice U fois la matrice de l'opérateur A. Cette égalité vous montre que le bras associé au ket A croix U, c'est une matrice 1n, et le ket V, c'est une matrice n1. Et UA, on peut le considérer comme un bras qui s'applique à V, et donc le bras associé au ket A croix U, c'est UA. Ça se lit là, on vient de le démontrer. C'est la conséquence de la définition de l'adjoint d'un opérateur. Le produit scalaire est le même si vous appliquez A au deuxième vecteur ou A croix au premier. Vous avez deux vecteurs, ket V et ket U, qui ont un certain produit scalaire. Maintenant, si vous changez V en AV, évidemment, ça va changer le produit scalaire. La définition de l'adjoint, c'est que si vous changez le ket V en AV, vous obtiendrez le même produit scalaire que si vous aviez changé le ket U en A croix U. Et ce que montre le théorème de représentation, c'est que pour chaque opérateur, il existe un opérateur adjoint qui va donner le même produit scalaire si on applique l'opérateur à l'une des variables ou l'adjoint à l'autre variable. Donc, si vous avez deux vecteurs, que vous en bougiez un entre guillemets
par un certain opérateur ou que vous bougiez l'autre par l'opérateur adjoint, vous obtenez le même produit scalaire, c'est la définition de l'adjoint. Et on va maintenant voir la représentation matricielle de cet opérateur adjoint. Petit b, représentation matricielle. Alors, comment représenter l'opérateur accroît dans une base orthonormée EI? On l'a déjà dit, pour connaître l'action d'un opérateur, il suffit de connaître son action sur les vecteurs de base. Le reste se déduit par combinaison linéaire. Donc, on veut connaître l'action de accroît sur les EI. On va avoir h de accroît EI, EJ. Le produit scalaire hermitien entre accroît EI et EJ, qui par définition de l'adjoint est le produit scalaire hermitien entre EI et AEJ, soit h de accroît EI, EJ égale h de EI, AEJ. h de accroît EI, EJ, si on intervertit l'ordre, on passe au complexe conjugué, on a une forme hermitienne, donc h de A et de B, c'est h de B et A étoile. Donc, h de accroît EI, EJ, c'est h de EJ accroît EI étoile, égale bras EJ, opérateur accroît, quête EI étoile. Et ça, c'est égal à petit a croix, JI étoile. La croix à côté du petit a signifie juste qu'on prend l'élément de la matrice A croix. On rappelle que pour une matrice A égale les AIJ, on a AIJ égale à EI AEJ. Donc EI AEJ, c'est l'élément de matrice petit a IJ, l'élément sur la IM ligne, JM colonne. Et on représente matriciellement A croix par la matrice A croix IJ. On peut ajouter que H de EJ A croix EI étoile est le complexe conjugué de l'élément de matrice AIJ. Donc, pour tout I et J, A croix JI étoile égale AIJ. Et en prenant le complexe conjugué de chaque côté, l'étoile de l'étoile pour l'élément de gauche, et en intervertissant I et J, on a A croix IJ égale AJI étoile. La matrice représentant A croix est la transposée conjuguée de la matrice représentant A. On intervertit les lignes et les colonnes, la transposée, et vous prenez les conjugués. C'est l'étoile. On l'appelle parfois la transconjuguée. Alors attention, un opérateur, ce n'est pas une matrice, c'est représenté par une matrice. On va maintenant énoncer quelques propriétés supplémentaires de cet opérateur adjoint. Petit c, propriété importante. Première propriété. En dimension finie, on a A croix croix égale A. Donc l'adjoint de l'adjoint, c'est l'opérateur lui-même. Démonstration. Par définition de l'adjoint, on a h de u et de av égale h de a croix appliqué à u et de v. En utilisant l'hermiticité de la forme, on intervertit l'ordre des vecteurs, donc on passe en complexe conjugué. H de a croix u et de v égale h de v et de a croix u étoile. Ensuite, on réutilise la définition de l'adjoint, donc h de a croix croix v et de u étoile. À nouveau l'hermiticité, on reprend h de u et de a croix croix v étoile étoile. Et comme le conjugué du conjugué, c'est le nombre complexe d'origine, on a tout ceci qui est égal à h de u et de a croix croix v. Et donc on voit bien ici que a croix croix égale a, puisque l'on a h de u et de av qui est égal à h de u et de a croix croix v. Donc l'adjoint de l'adjoint, c'est l'opérateur lui-même. Deuxième propriété. Phi a psi égale psi a croix phi étoile. Démonstration. On fait le produit hermitien entre un ket phi et un ket a psi, h de phi et de a appliqué à psi, en notation bracket phi a psi. Par ailleurs, par définition de l'adjoint, c'est aussi h de a croix phi psi. On prend le conjugué, h du ket psi et de a croix phi étoile, ou psi a croix phi étoile en version bracket. Et donc on a phi a psi égale psi a croix phi étoile. On avait vu que le bracket phi psi était égal au bracket psi phi étoile. On voit ici que cette formule vaut quand vous introduisez une matrice au centre, mais qu'il faut alors passer de l'opérateur à l'opérateur adjoint. Phi a psi égale psi a croix phi étoile. Voilà, c'est un résultat général qui découle à nouveau simplement de la définition. On avait déjà vu que le ket a psi avait pour bras associé psi a croix. Donc la forme linéaire associée au vecteur a psi, c'est psi a croix. Troisième propriété. Alors, quel est l'adjoint d'une combinaison linéaire d'opérateurs lambda opérateur A plus mu opérateur B, le tout croix. Donc on prend
l'adjoint de tout cet opérateur-là. On va partir de cette expression, on prend sa représentation matricielle, donc on rentre les coefficients dans les matrices respectives, on ajoute les deux matrices. Là donc on avait la croix, ce qui consiste à prendre les conjugués de chaque élément et de prendre la transposée de la matrice. On applique les règles de calcul de l'addition et de la multiplication des nombres conjugués sur chaque élément pour enlever les parenthèses, ce qui nous permet de reséparer les matrices, on ressort les coefficients et on tombe bien sur l'égalité recherchée. Donc, quand vous prenez l'adjoint d'une combinaison linéaire, ce n'est pas juste la combinaison linéaire des adjoints, c'est la combinaison linéaire avec les complexes conjugués des adjoints. Quatrième propriété. Si on prend maintenant l'adjoint d'un produit d'opérateurs, on a AB croix égale B croix fois A croix. Démonstration. H de U et de A fois B appliqué à V égale H de A croix appliqué à U et de B appliqué à V égale H de B croix A croix appliqué à U et V. Et on a aussi, par définition de l'adjoint, H de U et de AB appliqué à V égale AB croix appliqué à U et V. Et en comparant les deux expressions, on voit que A fois B croix égale B croix fois A croix. Alors, pour la première partie de cette démonstration, par associativité des produits de matrice, on a simplement considéré l'action de A sur BV, c'est-à-dire que l'on considère B appliqué à V comme un vecteur. Et puis ensuite, on applique la définition de l'adjoint à B, en considérant ce coup-ci A croix appliqué à U comme un vecteur. Deuxième partie, on a considéré AB comme un opérateur, et on a appliqué la définition de l'adjoint. Et on voit que ça revient au même. Petit 6, opérateur auto-adjoint. Petit a, définition. Un opérateur auto-adjoint est un opérateur qui est son propre adjoint, soit A égale A croix. Petit b, propriété. De la propriété numéro 2 des adjoints, psi A phi égale phi A croix psi étoile, il découle immédiatement dans le cas d'un opérateur auto-adjoint, psi A phi égale phi A psi étoile. C'est la propriété fondatrice. En particulier, dans une base des différents EI, si l'on prend pour phi et psi deux vecteurs de base EJ et EK, on aura EJAEK égale EKAEJ étoile. Et donc, l'élément de matrice AJK égale AKJ étoile. On rappelle que EJAEK, c'est l'élément de matrice AJK, et que EKAEJ étoile, c'est l'élément de matrice AKJ étoile. En particulier, les éléments diagonaux de cette matrice seront réels, puisque la matrice doit être égale à sa propre transposée conjuguée. Et donc, pour K égale J, on aura AJJ égale AJJ étoile, les AJJ étant les éléments diagonaux de cette matrice. AJJ étant réel, en conséquence, toutes les valeurs propres de cette matrice seront réelles. Petit c, théorème spectral. Ce théorème nous dit que tout opérateur auto-adjoint se diagonalise en base orthonormée, nous verrons comment traiter la dimension infinie plus tard, ce qui signifie qu'il existe une base orthonormée de vecteurs propres de l'opérateur. AEI égale lambda I EI, avec lambda I appartient à R. Les valeurs propres sont toutes réelles, et donc dans une base de vecteurs propres, comme ceci, la représentation de la matrice A s'écrit simplement lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc., lambda n sur la diagonale. On écrit souvent cette matrice diag, lambda 1, lambda 2, etc., lambda n. Et comme cette matrice est égale à sa transposée conjuguée, pour tous les lambda I égale lambda I étoile, ce qui implique lambda I réel. Petit d, sous-espaces propres orthogonaux. Ceci est fondamental. Si deux vecteurs propres sont associés à deux valeurs propres différentes, ils sont nécessairement orthogonaux. C'est très important car c'est sur cette propriété que l'on va construire l'espace des états. Démonstration. On va considérer deux vecteurs propres associés au même opérateur auto-adjoint A, avec A phi égale lambda phi, soit phi vecteur propre de A avec la valeur propre lambda, et A psi égale mu psi, donc psi vecteur propre de A avec la valeur propre mu. Faisons le produit scalaire de A phi avec psi. Psi A phi égale lambda psi phi, par définition d'une valeur propre, et le produit scalaire de A psi avec phi, phi A psi égale mu phi psi. Mais maintenant, on se souvient qu'avec les opérateurs auto-adjoints, on a la propriété suivante, psi A phi égale phi A psi étoile, et donc psi A phi est le complexe conjugué de phi A psi. Et donc lambda psi phi est le complexe conjugué de mu phi psi, soit
lambda psi phi, le tout étoile, égale mu phi psi. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc lambda étoile, psi phi étoile égale mu phi psi. Lambda étoile, phi psi égale mu phi psi. Et comme nous avons des opérateurs auto-adjoints, les valeurs propres sont réelles, donc lambda étoile égale lambda. Et on a donc même lambda phi psi égale mu phi psi. Et là, si lambda est différent de mu, on a forcément phi psi égale 0. Donc, deux vecteurs propres, phi et psi, ici, associés à deux valeurs propres différentes, lambda et mu, sont nécessairement orthogonaux, phi psi égale 0. C'est un résultat absolument capital, qui est la conséquence directe du fait que A est auto-adjoint. Si vous avez deux vecteurs propres associés à des valeurs propres différentes, ils sont nécessairement orthogonaux. On va pouvoir aborder le grand 5, qui va résumer tout ce qu'on a vu depuis le début, pour enfin construire l'espace des états complets d'un système physique quelconque. Donc c'est un peu la fin de tout cet intermède mathématique qu'on a été obligé de faire pour introduire un peu de formalisme. On va maintenant revenir à la physique.